2 heures du matin, en Haute-Saône. Les gendarmes de Lure doivent intervenir de toute urgence. Un braquage vient tout juste d'avoir lieu. Direction ce centre commercial où le coffre d'un distributeur automatique de billets vient d'être violemment arraché. Sur place, un technicien de l'identification criminelle effectue les premiers relevés. Quant à ce vigile, il va très rapidement fournir à Emmanuel, capitaine de gendarmerie, un premier signalement des auteurs de l'arrachage. Une veste claire comment? Matelassée. Ouais. L'autre veste sombre et les 2 cagoulés. 2 cagoulés, d'accord. Donc a priori, d'après la vidéosurveillance, ils étaient 2. 2 à l'intérieur. Car la scène a été entièrement filmée par une caméra de surveillance. Un braquage éclair et très audacieux. Nous sommes dans la pièce juste derrière l'écran du distributeur, là où l'on recharge le DAB, le distributeur automatique de billets. Il est 1h48. La porte du local vient d'être fracturée. 2 individus cagoulés s'y introduisent. Avec ce câble, ils ceinturent le coffre du distributeur, solidement arrimé à l'arrière d'un camion. À peine 1 minute plus tard, le puissant véhicule va démarrer et arracher sans aucune difficulté le coffre-fort, emportant tout sur son passage. La piste est toute simple à suivre, car sur la route, le coffre a laissé de nombreuses traces. Les gendarmes vont le retrouver 500 mètres plus loin. Bon bah voilà, ça c'est le DAB. Les malfaiteurs ont dû l'abandonner sur place avant de prendre la fuite, car le système de sécurité du coffre-fort a parfaitement joué son rôle. C'est le liquide de marquage des billets. Voilà, ça c'est l'encre des billets. Au moindre choc, une encre indélébile se répand dans le coffre afin de marquer tous les billets. Pour les braqueurs, ils n'ont donc plus aucune valeur. Voilà pourquoi ils ont abandonné leur butin en route. Le marquage a fonctionné. Et les billets devraient être inutilisables. Un peu plus loin, le camion dont les malfaiteurs se sont servis avant de l'abandonner. Un camion-benne de la ville, volé juste avant l'arrachage du DAB. Oui, enfin en tout cas, il est rempli d'extincteurs. Ouais, bon. Pour essayer de faire disparaître leurs traces, les voleurs ont aspergé la cabine de mousse. Pour effacer les traces papillaires et puis tout ce qui est aussi ADN. Cette fois-ci, l'opération commando des malfaiteurs aura tourné court. Ils repartiront sans leur butin et avec les gendarmes à leur trousse. Dans les petits villages de France, la délinquance progresse et la riposte s'organise. Loin des grandes villes, on pourrait croire les gendarmes éloignés du crime et du danger. Et pourtant, même à la campagne, le risque est omniprésent. Chacun a son gilet pare-balles, mesures de sécurité habituelles. À Luxeuil, 7000 habitants, nous suivrons Thierry et la brigade de recherche dans leur lutte contre la drogue. Gendarmerie! Gendarmerie! Dans les petites villes, l'héroïne débarque en force. Vous êtes héroïnomane? Un petit peu de temps en temps, c'est tout. De temps en temps, vous tapez dedans? Avec des dealers de plus en plus jeunes. Donc c'est que du petit commerce. Hein. Il gagne souvent plus que son père à la fin du mois. Et c'est tout un réseau de trafiquants que les enquêteurs vont tenter de faire tomber. Fuck you, baby. Il a ses 4 vendeurs attitrés et ces mecs-là, donc, ils lui font 1 kilo. Tous les 3 mois, ils lui écoulent ces 4 kilos. De l'argent sale, de la drogue. En Franche-Comté, les gendarmes sont sur tous les fronts. Et c'est même un meurtre sordide que les enquêteurs de la gendarmerie vont découvrir. Donc le corps se trouve dans la pièce de gauche.
Un mystère de taille que les gendarmes vont tout faire pour résoudre. C'est pas normal que tout soit cassé. Il peut y avoir une bagarre et puis que ce soit pas la bagarre qui a entraîné la mort. En immersion, nous découvrirons les méthodes de travail des hommes de la brigade de recherche de Lure. Voilà, il se sauve. Derrière lui, il jette des objets pour s'enfuir. Il est rattrapé par un éventuel agresseur, qui le rattrape ici, qui lui donne un nouveau coup. C'est toujours en place. Stupéfiant à ciel ouvert, Donc voilà nos plans de cannabis. crime et trafic surprenant, enquête dans les coulisses de la gendarmerie de campagne. À Lure, 9000 habitants, c'est un samedi qui commence à vive allure pour cette patrouille de gendarmerie. Un homme vient de les appeler, sa femme serait en danger de mort. J'ai des bottes, j'ai des bottes là. Donc là, on a été appelé par un monsieur dont l'épouse veut mettre fin à ses jours. Elle a quitté le domicile conjugal. Ça dit, c'est qui? C'est dans un petit bois, non loin de là, que l'homme a demandé à Mathieu et Olivier de venir le rejoindre. Elle est là, votre dame? Vous n'avez pas trouvé? Elle est partie où? Ben, elle était là. Non, mais de chez vous, elle est partie de chez vous et puis elle a dit qu'elle venait ici? Elle venait ici, chez vous. Après une dispute, la femme de l'homme a pris la fuite dans ce bois et reste injoignable. Oui, quoi, si vous voulez, ça peut arriver. Elle est partie comment? Avec son téléphone? Elle est partie comment? Avec son téléphone. J'ai plus de batterie. Les gendarmes doivent la retrouver avant qu'un drame ne se produise, car la femme disparue a clairement fait part de ses intentions. Elle a dit qu'elle voulait se suicider. Elle veut plus vivre. Mais pourquoi elle veut plus vivre? Ben, Qu'est-ce qui se passe? Fais-lui voir un peu là. Que ça va pas et puis... Les gendarmes s'enfoncent dans cette forêt de plusieurs hectares, sans réellement savoir où chercher. Mais ils vont rapidement localiser la femme qu'ils recherchent. On va aller voir. Un cri aux allures d'appel à l'aide. Je passe un cri. Les gendarmes se précipitent pour rejoindre la femme. Ils redoutent le pire. Pourtant, à leur arrivée, ce n'est pas vraiment sur une suicidaire qu'ils tombent. Bonjour madame. C'est la gendarmerie de Lure. Ça va? C'est une femme au bord de la crise de nerfs. Hein, avec votre mari? Vous venez avec moi? On va discuter un petit peu. Ça va? Qu'est-ce qui se... Mon mari, il m'a très bien cherché. Non, non, mais on va lui dire, mon collègue va aller voir. Il est là, il vient? Mais avant de quitter les lieux, T'es content? Olivier doit être certain que cette femme qui semble désespérée ne court aucun danger. Pourquoi tu fais le bordel là? Pourquoi tu cries au milieu des bras? Je crie derrière toi, tu m'entends même pas. Parce que j'étais paniqué, j'attends pas. Bon, alors on fait quoi là? Qu'est-ce qu'on fait? Pour? Ben, je sais pas, vous repartez, vous faites quoi? Avec madame, vous faites quoi? Ben moi je veux bien partir, je veux bien revenir à la maison. Hein. Il n'y a pas eu de violence entre vous? Non. Bien sûr? Madame? Bon, on vous laisse? Les gendarmes partent rassurés et vont pouvoir se consacrer à une affaire bien plus importante, car les vols de métaux précieux se multiplient dans la région. C'est dans la plus grande casse auto de la région que Mathieu et Olivier vont mener l'enquête. Car plusieurs fois par semaine, cette entreprise est victime d'un tout nouveau type de délinquance. Et les voleurs ont à nouveau frappé. Entrez. Ça s'est passé cette nuit, hein, C'est sûr, parce qu'il a tout vérifié avec vous dernièrement, et puis il a retrouvé ça ce matin. Avec l'envolée du prix des métaux, cette casse est devenue une mine d'or à ciel ouvert. Et dans ce fatras de vieilles carcasses, les plus belles pépites se cachent au sol. Donc là, il y a un pot catalytique qui a été dérobé sur ce véhicule. Car un élément de ces pots catalytiques présente une grande valeur. Ils sont devenus des morceaux de choix pour les voleurs. Cette partie-là qui manque, c'est la partie où justement où se trouvent tout ce qui est métaux précieux, or, voilà quoi. C'est grand comme ça à peu près. Hein. Donc ils vous voyez, ils ont coupé ici, ils ont sectionné ici, hein. Puis ils ont pris la partie manquante. Voilà. À la revente, ces pots et les métaux précieux qu'ils renferment peuvent donc rapporter de coquettes sommes. Alors ici, les visites nocturnes sont devenues quasi quotidiennes. Toutes les nuits.
pratiquement toutes les nuits, toutes les 2 nuits. Même cette nuit, vous vous rendez compte, avec le temps qu'il faisait, la pluie qui est tombée, ils ont quand même réussi à venir. Donc, sachant qu'un pot moyen, c'est 200 € pièce à la ferraille, vous comprenez qu'ils ne perdent pas leur temps. Au final, ce patron se fait voler pour 2000 € de matériel chaque mois. Sur 5 ans, il estime son préjudice à près de 100 000 €. Mais difficile de prendre les voleurs sur le fait. Alors les gendarmes vont traquer le moindre indice susceptible de les éclairer sur leurs identités. Et puis de l'écouter. Et pour penser, là, c'est... Et tout le monde n'est pas à même de se glisser sous une voiture pour lui scier le pot. Là, il y a une hauteur de 24 cm. Donc là, c'est plus d'origine peut-être des enfants ou une femme mince ou qui soit passé ou quelqu'un ou un homme très menu, quoi. Mais ce qui intéresse le plus Olivier, c'est de retracer le parcours des cambrioleurs et de comprendre comment ils s'y prennent pour pénétrer ici sans être jamais vus. Il y a 2 endroits en fin de compte, non? Où c'est qu'ils ont pu passer? Et les gendarmes vont vite trouver le point faible de la clôture qui protège les lieux. Tiens, c'est quoi ça? Ça a été tripé, là, t'as vu? Donc apparemment, ils seraient passés par... ils ont fait le passage, faut pas être gros, hein. L'intuition d'Olivier se confirme. Ces voleurs sont d'un petit gabarit. Ouais, je pense, mais... Ouah. Encore, j'ai fait des efforts, hein. J'ai maigri. Nos gendarmes semblent être sur la bonne piste. Ici. C'est le pot de quelle voiture, ça? Ça, c'est la Toyota. C'est celle qu'on a soulevée tout à l'heure, là. C'est donc par ici que les voleurs s'introduisent dans la casse, en passant par les champs, à l'abri des regards. C'est pas facile tous les jours de travailler à la campagne. Hein. C'est brigade rurale, vous voyez, hein, il y a quand même des restes quand même. Ah, gros, t'as rien vu, toi? Hein? T'as rien vu du tout? Les gendarmes repartent sans témoignage, mais avec une précieuse information, le mode opératoire des voleurs. Et pour espérer les coincer en flagrant délit, il n'y a plus qu'à leur tendre un petit piège. Peu avant minuit, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie se prépare pour une longue planque. Équipés de leur matériel de vision nocturne, ils vont passer la nuit à la casse, à la recherche des mystérieux voleurs de peau. Bon, là, il est minuit et quart, on va rester 3h30, 3 bonnes heures et demie, on va rester jusqu'à 4h du matin. Une embuscade pour tenter de prendre les cambrioleurs sur le fait. Tiens, on va se mettre peut-être le long là derrière. Tiens, ça serait pas mal là. Ouais, en marche arrière ici. Tout phares éteints, les gendarmes prennent position au centre de la casse auto. De cet emplacement, ils peuvent tout voir sans être détectés. Il n'y a plus qu'à guetter une éventuelle intrusion quand soudain, un bruit attire leur attention. Restez là pour l'instant. Restez dans la bagnole. Mais ce n'est qu'une fausse alerte. Une dernière ronde entre les véhicules, et après 4 heures d'observation, les gendarmes doivent interrompre leur surveillance. Ok, bon, je crois que pour cette nuit, ça ira. Ça sera pas cette nuit, mais on reviendra hein, de façon aléatoire la semaine prochaine. Il faut être patient. Il faut être patient et il faut être persévérant. Voilà. Emmanuel le capitaine est déçu. Les voleurs ne sont pas revenus piller la casse auto. Mais dans quelques jours, il va retrouver le sourire et réussir l'une des plus belles opérations de l'année en Haute-Saône. Car les petites villes de campagne sont maintenant confrontées au même danger que les plus grandes agglomérations. À 80 km de Lure dans le Doubs, l'automne vient d'arriver. Et dans les champs, c'est l'heure des moissons. Ici, c'est le maïs que l'on cultive. Mais à l'abri des regards indiscrets, des plantations d'un nouveau genre ont fait leur apparition. Allez voir sur leur VTT, on pourrait les prendre pour de simples promeneurs. Mais Yves et Julien sont 2 gendarmes en mission de repérage.
car la veille, ils ont recueilli un renseignement très précieux. Vous pouvez le voir, c'est un endroit isolé. Hein. C'est un chasseur qui leur a conseillé d'aller faire un tour dans ce champ de maïs, car il y a fait une drôle de découverte. Voilà, on va jusqu'au repère là-bas, là. La branche verte là, qui dépasse. Une indication capitale pour permettre aux gendarmes de se repérer dans ce dédale de végétation. Vous voyez, on voit qu'il y a un chemin qui est pratiqué à travers les plants de maïs. Oh, c'est foncé quand même. Ouais, c'est pour ça que c'est vraiment indétectable, quoi. Hein. Il y a quand même pas mal de plants qui sont couchés, quoi, de maïs. Hein. Le paysan n'est pas trop content, quoi. Hein. Un paysan, loin de se douter qu'il n'y a pas que du maïs qui pousse sur ces terres. Donc voilà nos plants de cannabis. Bien dissimulé, au beau milieu d'hectares de céréales, c'est une vaste plantation de cannabis que vient de découvrir Yves. On a une trentaine de pieds sur 50 mètres de long. Vous sentez un peu l'herbe, la bœuf, comme ils disent. Au total, 34 pieds de cannabis. Donc elles arrivent à la floraison. Prêts à être récoltés. Des beaux pieds. Ça fait déjà une belle petite plantation. Pour une consommation personnelle ou peut-être pour vendre peut-être un peu de feuilles ou de fleurs séchées. De quoi produire 2 kilos de cannabis. À la revente, il y en a pour plus de 10 000 €. Oh, comme ça sent. Des cultures clandestines, de plus en plus nombreuses dans les campagnes françaises. Les plantations sont appelées à se développer de plus en plus. Hein. Les gens contournent le trafic classique pour des moyens de coût et puis de qualité aussi. Hein. Pour les gendarmes, pas question de laisser ces plantations se développer. Mais pourtant, ce jour-là, Yves choisit de ne rien détruire. Bon, je pense qu'on va pas trop rester dans le coin, faire preuve un peu de discrétion. Ce champ va maintenant lui servir d'appât, car il veut prendre sur le fait les coupables. Et on reste quelques heures parfois pour voir si quelqu'un s'approche ou vient récolter les plants de cannabis. Ça serait pas mal. La drogue, le nouveau fléau des campagnes françaises. Et en ce moment, des produits bien plus dangereux que le cannabis ont fait leur apparition dans les petites villes de la région, où les gendarmes doivent maintenant lutter contre des réseaux très organisés. Retour à Lure en Haute-Saône. À la gendarmerie, c'est l'heure de la mobilisation générale. Dans le plus grand secret, les chefs d'unité du département ont été convoqués, car Thierry et Laurent, enquêteurs à la brigade de recherche, ont une grande annonce à leur faire. Elle a une délivrée au commandant de région avec une co-saisine du GIR. Donc pour votre information, donc au mois de septembre 2011, on a recueilli donc divers renseignements sur l'existence d'un trafic de stupéfiants sur la commune de Luxeuil. L'héroïne arrive par kilo en provenance des Pays-Bas. Un trafic international de stupéfiants, des kilos d'héroïne écoulés, et c'est tout le réseau que les gendarmes s'apprêtent à faire tomber. Donc lundi matin, il est prévu d'interpeller 10 individus. On voit des reportages aujourd'hui à Marseille. Ici, c'est une petite commune. Mais sachez qu'il y a des guetteurs, il y a des charbonneurs et qu'il y a des gens qui travaillent pour nos deux têtes de réseau. Après 1 an d'enquête, Thierry et Laurent ont mis à jour ce vaste réseau de trafic d'héroïne qui tient boutique dans cette cité de Luxeuil-les-Bains, 7000 habitants, à 20 km de Lure. Dans le collimateur des gendarmes, cet homme, surnommé M, et sa petite bande de revendeurs. Les enquêtes diligentées nous ont permis d'identifier aujourd'hui 10 dealers qui, depuis 1 an, se livrent à la vente d'héroïne, on ne va pas dire à la vue du public, mais presque, et qui est surtout concentré au centre de Luxeuil. C'est l'aboutissement d'1 an d'enquête. On a réuni, je pense, tous les éléments maintenant pour procéder à leurs interpellations. Maintenant, ça va être à eux de s'expliquer sur les choses qu'on va pouvoir leur reprocher. Et c'est notamment leur train de vie qui a permis de les confondre.
Officiellement, tous sont sans emploi et pourtant ils brassent chaque mois de petites fortunes. Tu vois, regarde. En une semaine, il a joué 4 450 €. Des flambeurs qui, malgré leurs revenus officiels, sont de grands habitués des casinos de la région. Pour la plupart, c'est uniquement le RSA, quoi. Donc entre 4 et 600 €. Sur les premières investigations sur un seul casino, pour certains individus, on a, sur une période d'1 an, on a 9 000 € de dépenses, avec parfois des 500 € par jour pendant une semaine, quoi. Donc il va falloir qu'ils s'expliquent sur les dépenses et puis surtout sur l'origine de l'argent qui est dépensé, quoi. Dans 2 jours, les gendarmes passeront à l'action. Et s'ils veulent que l'opération soit un succès, ils doivent procéder à un ultime repérage des lieux. À bord d'une voiture banalisée, Laurent et Gérald, qui dirigera l'un des groupes d'intervention, veulent tout savoir de la configuration du terrain. Et au cœur de la cité, mieux vaut se faire discret, pas question d'alerter les trafiquants et de compromettre 1 an d'enquête. Donc on va éviter de refaire un deuxième passage devant, on va passer par l'arrière. Donc là on arrive au quartier, regarde, hein, c'est marqué. Gérald veut tout connaître des lieux où ces hommes passeront à l'offensive. Donc voilà la tour. Et c'est au pied de cette tour que se concentre l'essentiel du trafic. Tu vois à gauche, t'as un mec qui est en train de faire le chouf à l'angle du bâtiment, là, toi. Il est 14 h, guetteurs et dealers sont déjà au travail. Dans 2 jours, c'est ici que le plus gros des troupes convergera. Donc là, ils sont là, les mecs. Il y a une Renault Super 5 aussi qui est utilisée par un des gars. Quant à la cible numéro 1, le fameux M, elle n'habite plus au cœur de la cité. Le chef du réseau a déménagé juste à côté, dans un coquet pavillon. Si tu arrêtes tes véhicules ici et que tu progresses, je pense que... Tout ça, c'est inoccupé, donc... Bon, il y a quelques logements qui sont... Oui, voilà. on peut arriver jusque-là. Donc on va juste faire un petit statique face au domicile. Mais un imprévu va obliger les gendarmes à quitter rapidement les lieux. Donc là, il y a le frère de la cible M qui vient d'arriver avec son Audi A3. Donc on va pas s'éterniser. Pas question d'alerter M. Il est à moins de 50 mètres les gendarmes. Et des riverains semblent déjà avoir repéré la présence du véhicule banalisé. Mais les gendarmes ont tout prévu. De retour au bureau, c'est sur ordinateur que va se poursuivre la reconnaissance. Car un hélicoptère a pu fournir de précieux renseignements. J'ai ressorti un peu les images, tu sais, qu'on avait pris quand on a fait la reconnaissance en hélico, là. Quand on va monter, il faut qu'il y ait une dizaine de mobiles qui se mettent tout de suite ici. Donc l'entrée va se faire où alors par la tour, là? D'accord. Donc là, il faut qu'il y en ait une dizaine qui montent tout de suite dans la tour. Tout de suite. Au total, Thierry et Laurent ont mobilisé pas moins de 154 gendarmes pour ce vaste coup de filet. Dans moins de 48 heures, ils passeront à l'action. Mais en attendant, une autre affaire tout aussi grave va demander beaucoup d'efforts aux gendarmes de Lure. C'est une patrouille de gendarmerie qui vient de donner l'alerte. Et si la brigade de recherche est appelée en urgence, c'est qu'une grosse affaire vient de débuter. Ah bah c'est là. Un homme d'une 50aine d'années vient d'être retrouvé mort à son domicile dans ce petit bâtiment du centre-ville de Lure. Et les circonstances de son décès sont pour le moins suspectes. Un meurtre vient peut-être d'avoir eu lieu. Sur place, 4 gendarmes sont déjà là, dont les techniciens en identification criminelle. Ils vont être les premiers à découvrir les lieux du drame. Les gendarmes ne savent pas encore ce qui a provoqué la mort de l'homme. Alors dans le doute, les lieux sont considérés comme une scène de crime potentielle. Pourquoi un tel équipement? Donc pour préserver les lieux et les indices qu'on peut découvrir dans l'appartement. En combinaison stérile, les gendarmes entament leur progression. Attention à la tête. Les gendarmes avancent au ralenti. Donc le corps se trouve dans la pièce de gauche. Là. Ils ne doivent pas compromettre d'éventuels indices. On va contourner le long du mur, là. D'accord. Contourner à droite, pour éviter d'aller marcher sur les objets. D'accord. C'est dans le salon que l'homme a été retrouvé. Il y a pas mal de bordel. Cela fait 3 jours qu'il repose là. Il y a beaucoup de choses qui sont renversées, qui sont cassées au sol. Le corps présente visiblement des blessures à la tête. Il y a un peu de sang partout.
notamment devant le canapé. Pour les gendarmes, c'est peut-être au cours d'une bagarre que l'homme aurait trouvé la mort. Ce serait donc un homicide. Ici, on a un salon, une table qui est renversée, donc on a vraiment une impression de lutte. Il y a plusieurs meubles qui sont cassés. Mais à ce stade de l'enquête, ce n'est encore qu'une simple hypothèse. À la première vision des lieux, on ne peut pas se prononcer sur le caractère accidentel ou intentionnel de la part d'un tiers. Mais plusieurs éléments intriguent les gendarmes, car l'appartement semble avoir été vandalisé. C'est qu'il n'y a plus de vitres. A priori, c'est ça qui servait à la fermer, mais pour vérifier que les témoignages des voisins étaient a priori brisés. Dans la cuisine, on voit que c'est vraiment le bordel. Pire que ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a des vitres qui sont cassées là-bas. Même le frigo a été déplacé. Il y a peut-être une explication toute simple à ce désordre. L'homme est un alcoolique notoire qui aurait pu lui-même tout casser chez lui. On voit déjà qu'il y a des bris de vitres qui sont antérieurs. Apparemment, c'était quelqu'un qui avait des soucis de comportement, notamment par rapport à une éventuelle imprégnation alcoolique. Un homme sans emploi, déjà condamné pour violence, et qui vivait seul dans cet appartement. Le décès paraît suspect. Là, vu le désordre apparent, on ne peut pas exclure la thèse criminelle, mais la thèse accidentelle est probable aussi, parce qu'on est aussi face à une personne qui a des antécédents connus de problèmes alcooliques, qui visiblement a déjà eu des soucis avec ses ouvertures, a cassé des vitres, etc. Il a un comportement un peu violent, connu du voisinage. Les techniciens fichent toute la scène. Ils ne doivent pas passer à côté du moindre indice. Ils collectent un maximum d'informations. Elles seront très utiles pour la suite de l'enquête. On va sortir. À l'extérieur, au vu des premiers éléments récoltés, le chef des enquêteurs a déjà sa petite idée du scénario mortel. Beaucoup d'objets cassés. Des objets cachés, voilà, c'est pas normal, même si c'est quelqu'un qui est notoirement connu tout à fait. Ou autre, c'est pas normal que tout soit cassé. D'autant plus que les techniciens ont relevé sur le cadavre de l'homme de nombreuses traces de violence. Après, il peut y avoir eu bagarre et puis que ce soit pas la bagarre qui a entraîné la mort. On part l'hypothèse 3 jours. 3 jours qu'elle n'a pas été vue par les voisins. Visage contusionné. Faut que je nettoie, mais le problème c'est qu'il a la tête tournée de ce côté-là, donc les liquidités sont installées dans le visage. Il y a des impressions de boursouflure sur une lèvre, peut-être le nez, à vérifier. Et l'autopsie du corps va bientôt confirmer l'intuition des gendarmes. C'est d'un meurtre dont il s'agit. Mais s'ils veulent mener l'enquête pour en savoir davantage, ils vont devoir convaincre la seule personne qui peut leur donner le feu vert. Pendant ce temps-là, une grosse enquête anti-stup va bientôt toucher à son terme. À Luxeuil, au nord de Besançon, c'est un vaste trafic de kilos d'héroïne et un réseau très bien organisé que les gendarmes s'apprêtent à faire tomber. Au sol et dans les airs, ils ont peaufiné tous les détails de leur intervention. C'est bientôt l'heure de déclencher l'opération. « 5h30 du matin, pour Thierry, c'est enfin l'aboutissement d'un an d'enquête. Peloton d'intervention, gendarmes mobiles et enquêteurs. Dans 1 heure, 154 gendarmes vont encercler les barres d'immeubles de Luxeuil pour interpeller des trafiquants réputés très dangereux. Chacun enquille, chacun va sur son objectif. D'accord ? Donc les directives, on est bien d'accord, chacun a son gilet pare-balles, mesures de sécurité habituelles. Bonne chasse, et je donnerai le top départ à la conf. Une opération très complexe à réaliser, car les unités d'intervention vont devoir agir simultanément. On fait descendre les pelotons de marche et on sécurise le site. Alors nous, il y a 2 convois séparés. Ce matin, les gendarmes vont traiter 10 objectifs en même temps. Alors forcément, Thierry, l'enquêteur, est un peu sur les dents. Non, mais si elle est sur zone, elle tape pas de toute façon. Quand tu y es, c'est bon, tu y vas. Hein. Là, ça va. Là, faut vraiment qu'on active. Hein. Il suffit qu'il y ait un mec qui connaisse un de nos cibles, une de nos cibles, pour qu'il puisse t'appeler, quoi. Et c'est surtout pas ce qu'il faut, quoi. Donc là, maintenant, il faut vraiment qu'on se dépêche pour être sur site dans les 5 minutes, quoi. 6h20, les gendarmes prennent position
au pied des différents bâtiments de cette cité. Un impressionnant dispositif pour verrouiller tout le quartier. En silence, les groupes d'intervention prennent alors position devant leurs cibles respectives. Dans quelques minutes, l'opération Bélier 70 va pouvoir commencer. Et pour les suspects, le réveil promet d'être brutal. Gendarmerie! Gendarmerie! Dans ce premier appartement, une femme apeurée et son enfant. Le membre présumé du réseau, lui, ne bronche pas. Il sait qu'il ne peut rien faire. Votre nom? Votre nom, monsieur? Il joue pourtant les étonnés et ne semble pas comprendre ce que les gendarmes font chez lui. On va s'expliquer, monsieur. Bougez pas. Qu'est-ce qui se passe là? On va vous expliquer, vous êtes en garde à vue pour trafic de stupes. Au même moment, dans un autre bâtiment, même scénario. Le suspect est juste derrière la porte et n'a pas vraiment le temps de comprendre ce qui lui arrive. C'est quoi ton nom? 2 lieutenants du caïd viennent déjà de tomber. Et c'est au tour de leur chef, le fameux M, chez qui les gendarmes sont en train de progresser. Sagement assis, le voilà. Déjà arrêté plusieurs fois pour trafic de stupes, il n'oppose aucune résistance. Et ce qui l'agace le plus, ce n'est pas l'intervention des gendarmes, mais les récriminations de sa maman, chez qui il vit. Maman, elle m'a attrapé, je dirai plus de suite, arrête de speeder là! Leur suspect arrêté, les gendarmes vont maintenant se consacrer à la fouille du domicile de l'homme, qui dit n'avoir rien à se reprocher. J'ai la lumière quelque part là. Les parents sont complets, c'est quoi, il n'y a rien du tout. Oui, non mais bon, on fait notre job monsieur, c'est tout, après... Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. À l'aide d'un chien, une perquisition minutieuse est alors lancée. Les gendarmes sont à la recherche d'héroïne, d'argent et même d'armes. Trouver des preuves pour définitivement confondre le suspect, qui a l'air très serein. Tu t'en remets, hein? Pour 20 pièces, on va les faire, hein? Ça va faire. Pendant 3 heures, les gendarmes vont inspecter les moindres recoins du pavillon, mais sans succès. Le suspect, lui, semble un peu s'ennuyer, mais il ne sait pas encore que les gendarmes vont finir par le coincer. Au même moment, au pied des bâtiments, Thierry, lui aussi, semble un peu dépité. Car ici non plus, les perquisitions n'ont pas donné les résultats qu'il attendait. Ils ont trouvé 20 grammes chez un petit dealer qui n'était pas prévu de coupe. 20 grammes d'héroïne déjà coupée, pas vraiment la prise de l'année. Alors les enquêteurs vont passer à la vitesse supérieure. Chaque étage et toutes les parties communes des immeubles vont être minutieusement inspectées. Pareil, ce qu'on va faire, c'est faire passer déjà le chien dans toutes les parties communes, tous les séchoirs, etc. Mais là encore, les recherches vont rester vaines. À ce moment-là, pour les gendarmes, c'est un échec. Mais au lever du jour, Thierry va enfin avoir la bonne nouvelle qu'il attend depuis des heures. La copine chez qui on a perquisitionné, la copine de la cible M, justement. Oui. Apparemment, on a trouvé 3,8 kg chez elle, mais de résine de cannabis. C'est au domicile de la petite amie du chef présumé du réseau que la drogue était cachée. Dans le milieu, c'est ce qu'on appelle une nourrice. Il nous a bien dit qu'il n'en trouverait rien, qu'il ouais, bon, chez lui. Bon, de toute façon, c'est normal qu'il dise ça aussi. Tout à fait. Puis c'est le cas, de toute façon, maintenant, ils sont pas bêtes. Hein. C'est pour ça qu'ils ont des gonzesses comme ça qui font les nourrices, hein, tout simplement. Hein. Il reste aux gendarmes une dernière perquisition à mener. Ce bar, au pied des tours, c'était le quartier général présumé de la bande. Un café où les différents acteurs de ce trafic de stupéfiants passaient souvent leur soirée à régler leurs affaires.
Là, en fait, c'est un endroit où il y a eu des transactions de stupéfiants. Et donc, on vient faire une perquisition dans le cadre de ce trafic. Et c'est aussi l'endroit où se passent aussi certaines parties clandestines. Donc, pour nous, c'était important qu'on fasse sa perquisition dans cet établissement. Voilà pourquoi les enquêteurs ont arrêté le gérant du café. Sa brasserie est suspectée d'avoir fait office de tripot, un casino clandestin à la campagne. Et ce sont des jeux de cartes par centaines que les gendarmes vont découvrir, avec tout le matériel, pour organiser les paris. On peut penser qu'ils jouent souvent, donc qu'ils usent les jeux plus qu'à l'habitude, quoi, tout simplement. Des dealers, dont M, leur chef, qui jouait vraisemblablement aux cartes, le produit de leur trafic. Pour le bar, c'est rideau, mais toujours pas la moindre trace d'héroïne. Alors il reste aux gendarmes une dernière carte à jouer. Thierry, l'enquêteur, vient d'être appelé par ses collègues au domicile de M, le chef présumé du réseau. Car les chiens antidrogue semblent avoir flairé quelque chose dans le salon du suspect. Il y a peut-être de la drogue cachée sous le plancher. Ouais, là-bas, effectivement, l'odeur, elle peut se diffuser, justement, là. Elle peut se diffuser. Puis le mec, il est pas serein, quoi. Hein. Ouais. Il s'est un peu foutu de nous au début, quand on a commencé à attaquer le plancher, c'était pas bon, quoi. Si les gendarmes veulent en avoir le cœur net, pas le choix. Ils doivent enlever tout le plancher. Bon, je vais appeler la juge. Et seule la juge d'instruction en charge de l'affaire a le pouvoir de prendre cette décision. Il y a à peu près 30 mètres carrés, à mon avis, à casser, quoi. La juge va donner son feu vert. Bon, très bien. Merci, à tout à l'heure, au revoir. Les gendarmes vont bientôt savoir si l'héroïne qu'ils cherchent tant est ou non cachée, juste sous leurs pieds. Déception, cette fois encore, les recherches ne donnent rien. Mais les enquêteurs en sont convaincus, si le chien a marqué l'arrêt, c'est que de la drogue est bien passée par là. Mais les gendarmes ne repartiront pas les mains vides du domicile de M. Sa voiture est saisie, il devra expliquer aux enquêteurs comment il a pu se la payer malgré ses faibles revenus. Et les gendarmes lui réservent une autre surprise. L'arrestation de sa petite amie, chez qui les gendarmes ont saisi près de 4 kilos de cannabis. De quoi pousser M dans ses derniers retranchements et peut-être lui faire avouer son éventuelle implication. Je sais pas, il sait pas qu'on a interpellé sa copine. Là-dessus, il découvrira dans 2 jours, ou 3. Mais pour l'instant, le but c'est qu'il se pose plein de questions surtout. Puis que l'anxiété monte. Le chef présumé du réseau va devoir répondre aux nombreuses questions des gendarmes. Comme ses complices, il va passer 96 heures en garde à vue. Ouais, c'est ça. Fuck you, baby. C'est la règle en matière de stupéfiants. Non loin de là, cela fait maintenant 4 jours que les enquêteurs de la brigade de recherche de Lure ont fait cette sinistre découverte. Le corps d'un homme gisant au sol de son appartement, où tout semble avoir été renversé. Les gendarmes en sont convaincus, c'est bien d'un meurtre sordide dont il s'agit, mais s'ils veulent poursuivre leur enquête, ils vont devoir prouver que ce décès n'a rien d'accidentel. Nous retrouvons nos gendarmes sur le point de se rendre à un rendez-vous capital pour la suite de leurs investigations. Ils partent rencontrer la vice-procureure de Vesoul. C'est elle qui coordonne l'enquête. À elle de décider de poursuivre les recherches ou de classer le dossier si elle estime que la mort est accidentelle. Tout dépend des éléments dont disposent les gendarmes. Les militaires, donc les premiers marchés de l'unité se rendent sur les lieux et constatent qu'effectivement, il y a une lumière d'allumée dans la cuisine, il y a un petit peu de désordre de vue de l'extérieur. Donc la victime est quelqu'un qui s'adonne à la boisson régulièrement, qui avait une obligation de soins suite à une condamnation pour les violences sur son ex-compagne. Il est connu des bars de la commune. Et quand il était alcoolisé, les voisins s'en plaignaient puisqu'ils pouvaient les apostropher pour aucune raison. Ce qui intéresse le magistrat,
c'est de savoir si le désordre qui régnait dans l'appartement est habituel ou le signe d'une récente bagarre. Alors pour aller dans son appartement, on passe par ici. Voilà. Et ce qu'ils disent sur l'état de l'appartement habituellement. Le voisinage ainsi que les amis, donc l'ex-concubine, l'ami de longue date, disent rien de particulier sur l'état de tous les jours, quoi. Il y a un appartement qui est relativement sale, hein, il n'y a pas d'entretien ménager régulier et courant. Rien ne vient encore étayer solidement l'hypothèse du meurtre. Alors pour la procureure, la thèse de l'accident est toujours valable. Mais les gendarmes n'ont pas encore abattu toutes leurs cartes, car ils disposent aussi de témoignages très troublants. Il y a une dame, madame, qui dit avoir entendu mercredi 10, entre 20h et 21h, une dispute plutôt entre deux personnes à l'extérieur du logement de mais elle n'a vu personne depuis chez elle. Une bagarre qui aurait pu se poursuivre au domicile de l'homme, et l'autopsie du corps vient appuyer cette hypothèse. Cette maison, le bâtiment est là, donc c'est cette maison-là. Oui, en fait, les conclusions du médecin légiste, donc, ils partent peu sur, en fait, il est décédé suite à un étouffement. Donc, ça remonte un vomissement par la trachée artère, donc, principalement des aliments retrouvés dans le poumon droit. Et donc, lui, il penche plutôt pour cette hypothèse. Donc, a priori, on est sur une mort violente. Avec ou sans l'intervention d'un tiers. Toutes les blessures qu'il a ont pu être occasionnées par un tiers, ou il a pu se les faire lui-même par des chutes répétées. Mais l'étude du corps a révélé des blessures que l'homme aurait difficilement pu s'infliger lui-même. Les côtes, en fait, elles sont brisées sur le côté et elles viennent se chevaucher comme ça, en fait. Il y a un phénomène de chevauchement, donc il a fallu qu'il y ait un écrasement important au niveau de la cage thoracique pour que les côtes se déplacent comme ça. Les coups portés, puisqu'en fait on est vraiment sur un phénomène de coups portés. Après ce qu'on a pu en voir, j'en déduire et en discuter avec les techniciens qui ont fait les constatations. Un inconnu pourrait donc être à l'origine du décès. La thèse du meurtre ne peut plus être écartée. À un moment, il faut qu'on parte sur l'hypothèse la plus haute. Les gendarmes obtiennent le feu vert pour continuer l'enquête. Ils vont pouvoir employer les grands moyens. Il y aura de l'ADN, il y aura des empreintes, il y aura de la téléphonie. Donc je pense qu'on sera plus à même, en plus accompagné d'environnement, parce qu'on va quand même travailler sur des environnements, des individus qui peuvent nous intéresser. Donc voilà, je pense qu'à plus long terme, on sera capable de pouvoir dire, voilà, on cible tel individu pour ça, 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 et à l'issue d'une garde à vue. Mais avant d'interpeller un éventuel meurtrier, les enquêteurs doivent tout d'abord comprendre ce qui a bien pu se passer dans l'appartement de la victime. À la gendarmerie, une équipe d'enquêteurs est maintenant dédiée à l'élucidation de cette mystérieuse affaire. Et les militaires travaillent sur un document très précieux qui va leur permettre de remonter le temps et de revivre les derniers instants de la victime. C'est le plan du domicile de l'homme, où les techniciens de la gendarmerie ont renseigné toutes les traces de sang relevées dans l'appartement. Au niveau des taches de sang, il y a 3 taches qui sont relativement importantes. Leur emplacement et leur taille permettent aux enquêteurs de se faire une idée du mortel scénario. Et c'est bien la thèse d'un meurtre qu'ils semblent privilégier. Prends un coup dans la cuisine. Prends un coup dans la cuisine, dans la figure, pas officielle. Première tache de sang. Une bagarre aurait éclaté dans la cuisine. Voilà pourquoi les enquêteurs y ont trouvé un tel désordre. Puis la victime aurait tenté d'échapper à son agresseur. Il se sauve dans la salle à manger. À ce moment-là, il tousse du sang qui est projeté sur le mur. Voilà, il se sauve. Derrière lui, il jette des objets pour s'enfuir. Il est rattrapé par un éventuel agresseur, qui le rattrape ici, qui lui donne un nouveau coup. À nouveau, la victime aurait voulu fuir, renversant tout sur son passage. Il crache du sang et il s'enfuit. Rattrapé par son agresseur ici, son ou ses agresseurs, voilà. C'est le scénario sur lequel moi je vais travailler. Là, il crache à nouveau du sang contre le mur, et ainsi de suite. On le retrouve ici. L'homme s'effondrera sur le sol, où les gendarmes le retrouveront. Quelques semaines plus tard, les enquêteurs en sont convaincus, c'est une vengeance qui aurait motivé le meurtre. Des suspects potentiels ont déjà été identifiés.
L'affaire du trafic d'héroïne à Luxeuil, elle, va bientôt connaître son dénouement. Après 1 an de travail, Thierry tient enfin ses suspects. Avec ses collègues, il dispose maintenant de 96 heures de garde à vue pour confondre les membres présumés du groupe de dealers et surtout leur chef, le fameux M. Pas question que les suspects puissent communiquer entre eux, alors les auditions ont lieu simultanément. Chacun des gardés à vue va devoir s'expliquer sur son rôle présumé et l'origine de ses revenus. On va déjà faire un CV, d'accord? Tu vas déjà me raconter un petit peu ta vie. Parce que là, je vais repartir sur le questionnaire, sur ses dépenses à Luxeuil. Ça serait pas mal d'en faire parler de ça. À force de questions, l'un des 12 suspects va commencer à parler et mettre les gendarmes sur la piste de l'héroïne qu'ils cherchent tant. Le lendemain, à quelques kilomètres de Luxeuil, les gendarmes se rendent au domicile d'un homme qui, jusque-là, est passé entre les mailles du filet. Il semblerait pourtant qu'il fasse partie des plus gros dealers de la région. Il est 9 h, la perquisition va commencer. La gendarmerie, ouvrez! Vous ouvrez, c'est la gendarmerie! Personne ne répond. Mais à l'étage, un volet se lève. Il y a bien quelqu'un dans la maison. Ce que les gendarmes redoutent, c'est que leur suspect fasse disparaître toute sa marchandise avant l'interpellation. Vous ouvrez? Alors ils vont hausser le ton. Sinon on va péter la porte! Mais pas le temps d'employer les grands moyens. Alors c'est par le garage que les gendarmes vont réussir à pénétrer dans la maison. À l'étage, c'est au pied du lit que les enquêteurs vont cueillir leur suspect, un adolescent de 17 ans, trafiquant présumé d'héroïne. Qui c'est qui a ouvert le volet à côté là? Qui c'est qui a ouvert le volet à côté, je vous demande? Ouais. Vous prenez pour un âne en plus? Au même moment, un gendarme file aux toilettes pour vérifier si le suspect n'a pas tenté de se débarrasser de la drogue. Allez, debout, vous tournez. Cartez les bras, cartez les bras. Vous avez quelque chose dans les poches? Ok. Vous êtes héroïnomane? Un petit peu de temps en temps, c'est tout. De temps en temps, vous tapez dedans? Un adolescent héroïnomane qui, pour financer sa consommation, se serait lancé dans le trafic de drogue. Reste aux gendarmes à le prouver, et la fouille va rapidement porter ses fruits. Jade! Il y a un d'argent là! Il y a 200 €. Oh bah si, il y a plus que ça, regarde. Dans ce tiroir, un total de 400 €. Une jolie somme pour un jeune de 17 ans. C'est vos économies Ouais. Mais toujours pas la moindre trace d'héroïne. Alors à nouveau, un chien renifleur rentre en piste. Non, non, non! Mais sans succès. Et si le chien n'a rien senti, c'est que la drogue n'est pas dans la chambre, mais cachée juste à l'extérieur, sur le rebord de la fenêtre. Les gendarmes tiennent leur héroïne, et c'est une belle prise. Ok, donc sur le Velux, il y a quoi, 200 grammes là? Je sens bien ça. Encore de l'argent, et au moins 200 grammes d'héroïne que le jeune homme aurait acheté à l'un des lieutenants de M. De la drogue qu'il aurait prévu de revendre au détail dans la région. Elle est compacte, hein, on appelle ça en caillou, elle est compacte. Et après, donc, il la broie pour la consommer. Là, en gros, il l'a acheté, on va dire 200 grammes à 16 €, il l'a acheté 3200 €. Et en bénéfice, il peut se faire autant, quoi. Donc c'est plus du petit commerce. Hein. Il gagne souvent plus que son père à la fin du mois. Hein. Bah, vous voyez sa tête, il est blanc, il est livide, c'est un consommateur. Hein. Donc en plus, il faut quand même qu'il se fournisse, lui. Donc il faut qu'il trouve de l'argent pour sa consommation, donc il vend, hein, il n'a pas le choix. Les gendarmes ont enfin la preuve matérielle qui leur manquait. L'étau se resserre autour des membres du réseau et surtout de son chef. M va bientôt sortir du silence. Au 3e jour de garde à vue, les gendarmes ont retrouvé le sourire, car leurs suspects passent aux aveux les uns après les autres. Et Thierry
va enfin avoir la nouvelle qu'il attend depuis des heures. M, leur cible principale, a lui aussi fini par tout raconter et dévoiler les dessous d'un business qui lui a rapporté de jolies sommes. La conclusion de notre truc, là. Hein, ouais, comme ça je remplis mon tableau en même temps. donc il a ses 4 vendeurs attitrés, et ces mecs-là, donc ils lui font 1 kilo. Tous les 3 mois, il lui écoule ses 4 kilos, d'accord? Donc il sait que sur sa période de 3 mois, il peut assurer l'écoulement d'1 kilo pour un des 4 mecs, et à chaque fois, il a ce qu'il faut dans les temps. D'accord. Plus d'1 kilo d'héroïne vendue par mois. De la drogue que M allait lui-même chercher en voiture aux Pays-Bas avant de la revendre au prix fort. Et il l'achète à 6, Donc 7. il l'achète à 7, achète 7 € le kilo, revend à 15, il a son bénéfice de 8 000 € par kilo, quoi. Donc en faisant un calcul... Au final, c'est une petite fortune que M aurait amassée très rapidement. Réalisé, en bénéfice, il approche les 200 000 € de bénéfices sur la période 2010-2012. M et ses complices sont maintenant sous les verrous. Ils risquent chacun 10 ans de réclusion criminelle et une amende pouvant atteindre les 7,5 millions d'euros. Près de 4 kilos de cannabis, 15 000 € en liquide et 250 grammes d'héroïne, les gendarmes de Haute-Saône viennent de réaliser leur plus belle affaire de l'année. Loin des grandes villes, à la campagne, un réseau de trafiquants internationaux vient d'être démantelé.